On est au cœur d'une évolution qui paraît à la fois inévitable et impossible. C'est pas tellement de dire qu'il y aurait des villes autres, c'est plutôt de dire qu'il y aurait d'autres choses que la ville. Si on pense que l'exode rural a été la signature de l'accumulation du capital, que cette accumulation du capital a été nourrie par les mines, si c'est le cas, et si on pense qu'il faut sortir des mines pour aller vers le jardin, peut-être qu'il faut engager un exode urbain. Je me sens assez attiré par le scénario sécessionniste. Le scénario de l'infiltration me va bien. Le récit de l'intégration m'intéresse, même si souvent j'ai l'impression qu'il est un argument pour continuer dans la même voie. Et en revanche, je me méfie assez généralement du premier. Aujourd'hui, nous allons explorer comment agriculture et architecture se sont renforcées l'une l'autre depuis la révolution néolithique jusqu'à aujourd'hui pour devenir toutes deux destructrices de nos conditions de vie sur la planète. Suite à ce constat, comment construire des futurs où architecture et agriculture cohabitent pour mieux répondre aux crises socio-écologiques. Vous êtes sur le podcast Circular Métabolisme, le podcast pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés et leurs impacts socio-écologiques. Et pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Marot. Sébastien est philosophe, spécialiste d'histoire de l'environnement et professeur à l'école d'architecture de la ville et des territoires Paris-Est. Il a notamment écrit un livre basé sur son exposition appelée « Prendre la clé des champs » qui explore le lien entre agriculture et architecture. Et pour comprendre ces dynamiques, nous allons parler de l'histoire de ces deux pratiques, de l'impasse écologique à laquelle elles nous ont mené et de 4 scénarios futurs mêlant architecture et agriculture pour sortir de cette impasse. Bonjour Sébastien Marot, bienvenue au podcast. Bonjour, et merci de l'invitation. Dans le livre, on commence par, quand on regarde dans le passé mais aussi aujourd'hui, on voit que l'urbanisation ne cesse d'augmenter et que toutes les statistiques disent que ça va continuer. Et on voit également que si on continue, ou en tout cas la situation actuelle est source de plein de crises socio-écologiques. Donc si on suit ces deux éléments, l'un et l'autre, c'est comme si on se disait on va faire que maintenir ou augmenter les crises socio-écologiques. C'est un peu ça votre diagnostic par rapport à l'urbanisation ? Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça comme la façon dont je pose le problème dans le livre et dans l'exposition, c'est de dire qu'en effet, toutes les statistiques les plus officielles nous disent que l'urbanisation du monde qui s'est accélérée depuis au moins 3 siècles, mais qui n'a fait que s'accélérer au cours de ces 3 siècles, qu'elle va se poursuivre, en gros, et que l'urbanisation du monde, c'est la manifeste destinée de l'humanité. Plusieurs philosophes, sociologues, observateurs, etc. enfourchent d'ailleurs ce cheval ou ce constat en disant ça fait un moment qu'on est dans l'urbanocène et de toute façon ça va se poursuivre. C'est notre condition quelque part. Et en même temps, quand on examine, le futur, alors évidemment c'est pas aussi simple que le passé de scruter le futur, mais qu'on le scrute à l'aune des grandes problématiques ou préoccupations environnementales qui sont les nôtres aujourd'hui, le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, l'érosion des sols, les tensions sur l'eau, etc. On peut pas se défendre du sentiment inverse, à savoir que la poursuite de l'urbanisation qui a déjà atteint sous nos latitudes des extrêmes, elle est impossible. Donc c'est comme ça que je résume un peu le paradoxe, c'est que on est au cœur d'une évolution qui paraît à la fois inévitable et impossible. Ce qui est un gros oxymore, quoi. Et c'est difficile de vivre une telle situation. Et pour essayer de réfléchir dans cette situation, il me semble que récapituler les histoires de ces deux grandes pratiques de domestication que sont l'agriculture, domestication des plantes, d'animaux, etc. Et puis d'un côté, et puis de l'autre côté, domestication des sociétés
à l'intérieur ou sur des territoires avec lesquels elles sont entrées en coévolution et qu'elles ont progressivement terraformé, comme on aime dire aujourd'hui, et ben que c'est éclairant. C'est éclairant. Donc le constat c'est un peu ça, c'est-à-dire comme on peut pas vraiment se dire qu'on va poursuivre de la même manière, et donc comment va-t-on se dépêtrer d'une évolution à la fois inévitable et impossible? Tout à fait. Si on regarde, disons une grille de lecture évidente aujourd'hui, c'est les limites planétaires. Si on regarde les limites planétaires, elles sont un peu toutes franchies, que ce soit à cause de l'agriculture ou de l'urbanisation, ou des deux. Quand on parle de cet urbain généralisé, on peut se dire où s'arrête la ville, où commence l'agriculture également. Est-ce que l'agriculture intensive quelque part dans un autre pays et au final un bout de Lausanne, un bout de Paris, un bout de Bruxelles. Donc c'est vrai que toutes les grilles de lecture montrent que l'architecture et l'agriculture sont un peu les deux piliers de transformation des écosystèmes, quoi. Oui, en gros, ces deux types d'activités fonctionnent de plus en plus, et ça fait déjà un moment, mais de plus en plus, à partir des mines, en gros. Si on peut peut-être résumer, c'est comme ça que je résume, sans doute de façon trop forte, la problématique aujourd'hui, c'est comment on va passer comment éloigner nos sociétés, relativiser la part d'usage des sols dont le modèle est la mine, pour aller vers un autre modèle, les rapprocher d'un mode d'usage des sols que représente le jardin. C'est-à-dire comment on va essayer de s'affranchir davantage des ressources dont le renouvellement ne se fait pas à l'échelle de l'histoire humaine, et comment on va se rapprocher, ou on va mobiliser davantage les seules ressources qui sont d'ailleurs des ressources au sens propre, c'est-à-dire des ressources capables de ressurgir, moyennant attention, prudence, amour même. Comment on va davantage confier notre subsistance à ces ressources-là. Donc sortir autant que possible, on ne peut pas le faire complètement, du mode d'usage des sols que représente la mine pour se rapprocher du jardin. Alors on pourrait dire, l'agriculture, elle est dans le mode d'usage des sols du jardin depuis le début, puisque c'est quelque part son affaire. La culture du vivant, mais comme on sait tous, depuis au moins un siècle déjà, elle puise énormément. Elle est une énorme consommatrice d'énergie, soit directement pour la mécanisation des tâches, soit donc le machinisme en gros, soit par les intrants qui lui sont aujourd'hui nécessaires dans le mode de production industriel qui la déterminent et qui sont eux-mêmes ultra gourmands en énergie et aussi producteurs de toutes sortes de saloperies dont il faut, toutes affaires cessantes, essayer de diminuer les impacts. Et l'architecture, c'est un peu pareil. Le problème pas exactement le même, mais disons que les usual suspects aujourd'hui des matériaux qui sont mobilisés par l'architecture, on peut nommer, l'acier, le béton et le verre, c'est des industries minières, qui dépendent de la mine très 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 largement et qui sont ultra consommatrices d'énergie et émettrices de gaz à effet de serre. Donc ces deux types d'activités aujourd'hui doivent, changer leur modèle, changer leur mode de production. Les modes de production doivent absolument changer. Donc c'est des révolutions considérables dans ces deux domaines-là. Il y a
dans le champ de l'agriculture sont apparus, disons de la réflexion, de l'agronomie, sont apparus des discours depuis quelques décennies assez articulés sur ce qu'il faudrait faire ou comment on peut prendre ou envisager les choses autrement. C'est sans doute le cas aussi en architecture, mais en agriculture, c'est particulièrement articulé sous le nom d'agroécologie, sous le nom de permaculture, sous le nom d'agriculture régénérative, etc. Ont été formulés, enfin, ont été proposées des reformulations du problème de la culture du vivant, quoi. Qui sont très instructives. Et puis l'objet un peu de cette exposition et de ce livre, c'était d'examiner les trésors de leçons qu'on pourrait puiser éventuellement, évidemment à condition de les transposer, puiser dans ces discours alternatifs sur l'agriculture. En gros, c'est l'hypothèse du livre, hein. C'est pour avoir un futur désirable qui résout les crises socio-écologiques, il faut trouver une solution simultanément avec l'architecture et l'agriculture. On ne pourra pas faire quelque chose de manière séparée. Oui, si on considère par ailleurs que, si on prend le concept d'agriculture au sens large, c'est-à-dire, disons, tout ce qui relève de la culture et de la récolte de ressources vivantes, soit pour la nourriture, mais aussi des fibres, pour d'autres choses, aussi de l'énergie. Aussi. Donc, si on désigne, alors est-ce que j'ai le droit de faire ça, mais d'appeler agriculture tout le secteur ou toutes les pratiques qui cherchent à cultiver et renouveler et produire du coup des ressources vivantes sous forme de nourriture, de fibres et d'énergie. Et si il faut par ailleurs que ce soit ces ressources vivantes au sens propre qui soient mobilisées par autant que possible par les autres acteurs de l'économie, en particulier de la construction plutôt que les produits des mines, ou vous voyez, en tout cas il faut relativiser la part des uns et des autres, alors le lien entre architecture et agriculture, où une réarticulation doit être opérée entre ces deux types d'activités. Évidemment, cette articulation, ce lien est quelque peu nouveau, où il a été construit par couches successives de technologies, de lois, d'idéologies, et je propose qu'on décortique, qu'on déface un tout petit peu, ou qu'on complexifie un peu ce lien. On dit souvent que ça a apparu plus ou moins au même moment, moins 10 000 à la révolution néolithique. Il y a eu des traces d'agriculture d'un côté et des traces d'architecture de l'autre. Quand on parle d'architecture, évidemment, on se réfère beaucoup à l'architecture rectangulaire, c'est-à-dire que de l'architecture où on compacte plusieurs maisons les unes à côté des autres, c'est ça ? Oui, ça dépend effectivement de l'extension qu'on donne là aussi à ce que c'est que l'architecture. Mais si on entend par architecture, disons par architecture et même par début d'urbanisme, quoi, une architecture, oui, en dur. Permanente, destinée à durer, mitoyenne, etc. Alors, en effet, en gros, l'architecture, en ce sens, apparaît plus ou moins au moment où et autour des foyers où apparaissent des pratiques agricoles. Alors évidemment que les transitions ont dû être de toutes sortes, et les archéologues ont aussi inventé le concept de mésolithique entre le paléolithique et le néolithique pour désigner des entre-deux qui ont pu se développer sur des périodes assez longues. Par ailleurs, d'autres recherches anthropologiques montrent que c'est pas si simple, que il y a eu aussi des pratiques saisonnières entre sédentaires, etc. Dans le livre de David Graeber et Wengrow, explore toutes sortes de choses là, mais malgré tout, on peut dire que oui, en gros, l'agriculture et l'architecture apparaissent plus ou moins
ensemble dans une relation autocatalytique comme ça de poule et de l'œuf, où certains pensent que c'est parce qu'il y avait une volonté du foyer que l'agriculture est apparue, d'autres qui disent non, la domestication et la sédentarisation est arrivée à cause de l'agriculture. Moi, j'en sais rien. Ce qu'on voit simplement, c'est que oui, c'est pris dans une espèce de coïncidence, disons, de coïncidence. Voilà, donc de fait, il y a un lien entre ces deux types de pratiques. Alors, c'est apparu il y a 10 000 ans, quand on parle de la région du croissant fertile, etc. Il y a eu d'autres foyers où c'est apparu un peu plus tardivement, ou à peu près à la même époque, ou etc., dans d'autres régions du monde. Avant que je continue sur cette histoire, on a parlé de poule et de l'œuf. Tu représentes la poule un peu partout dans les schémas du livre. Il y a aussi ce schéma c'est celui de Holmgren où ils mettent la poule en tant qu'élément qui a les entrants, les sortants et les rôles. La poule, c'est alors là aussi, c'est un usual suspect des sites de permaculture. Et donc, c'est un élément comme ça qui sert à dire beaucoup de choses et à formuler beaucoup de théories. Il y a un truc, peut-être, ça vaudrait le coup ici de signaler que la permaculture, David Holmgren en particulier, qui est l'un des deux cofondateurs de la permaculture, il voulait être architecte au départ. C'était son projet, c'était vaguement, en sortant du lycée, de devenir architecte. Puis il a fait 1 an de tribulation en Australie, en travaillant sur des chantiers, etc., avec cette idée. Puis en fait, il a atterri à la fin dans un collège, un des premiers collèges environnementalistes en Tasmanie, où il a rencontré Mollison, ce vieux broussard, etc. Mais il est très informé à l'époque de ce qui se passe dans l'architecture et dans l'urbanisme. Il est très informé, il lit Kevin Lynch, il lit toutes sortes de choses comme ça, et il lit en particulier un texte qui a eu une grande importance pour lui, que je connaissais absolument pas avant d'en découvrir la référence sous sa plume, qui est le texte d'un tout jeune architecte qui s'appelait Colin Moorcraft. Un type qui avait 25 ans en 72, lorsqu'il dirige un numéro de la fameuse revue Architectural Design, qui porte sur le thème Designing for Survival, projeté pour la survie. On est juste après la parution de Limits to Growth. On est en plein boom, disons, de l'agenda environnemental. Et ce tout jeune architecte, qui est un lecteur vorace du Club de Rome, comme de tout ce qui se publie en matière d'écologie. Odum, comme on disait tout à l'heure. Mais aussi Georgescu Roegen, puisque ça paraît son fameux livre sur l'économie et l'entropie. 68 ou quelque chose comme ça. 71 exact. Donc il lit toutes ces choses-là et il publie un texte dans ce fameux numéro qui s'appelle Designing for Survival lui-même et qui donne son titre au truc, où il termine en décrivant les 3 principes qui devraient être à ses yeux ceux d'une technologie ou de technologie post-industrielle. Il y a l'intégrité, on pourrait dire l'intégration, c'est-à-dire c'est le principe justement de circularité, c'est-à-dire ça devrait être des systèmes techniques ou des dispositifs techniques qui qui recyclent leurs propres extrants comme intrants le plus possible, bref, qui soient comptablement. Donc ça c'est la première chose. Deuxième, c'est la flexibilité, et par flexibilité il entend des systèmes techniques qui soient concevables, adaptables, réparables par leurs utilisateurs dans un rayon, disons, régional ou local raisonnable, et non pas du tout des boîtes noires, si vous voulez, qui leur dictent leur mode opératoire et qui peuvent ni réparer, ni etc., et pour lesquels ils s'endettent pendant des décennies, à l'image des grosses engins agricoles. C'est un atelier paysan avant l'heure, quoi. Voilà. En fait. Ouais. Et pour finir, et c'est là que je vais venir à la poule, et pour finir, la coopération. Et par coopération, il dit, c'est des systèmes techniques dans lesquels chaque élément joue plusieurs fonctions
remplit plusieurs fonctions et où chaque fonction est assurée par plusieurs éléments. Ce qui est intéressant parce que c'est un vrai fonctionnalisme, mais totalement opposé au fonctionnalisme canal historique du mouvement moderne et fonctionnaliste en architecture, où il s'agissait au contraire de prendre modèle sur la machine, où chaque élément remplit à fond très bien sa fonction, vous voyez, et où ils sont même bien distincts les uns des autres, ce qui donnera l'urbanisme de zoning, en gros. Bon. Donc là, on a j'appelle ça un alter-fonctionnalisme, parce qu'il faut que ça fonctionne, mais le modèle, c'est plus du tout l'efficacité des machines ou de la ségrégation fonctionnelle, c'est, on pourrait dire à l'époque, l'écosystème, où en effet, dont la résilience, tant qu'elle dure, et en particulier à son climax, est assurée par le fait que chaque élément remplit plein de fonctions, et chaque fonction est assurée par plein d'éléments, de sorte que quand l'un fait défaut, un autre, etc. Donc, ce qui est intéressant, parce que finalement, si vous regardez ce que c'est que la permaculture, c'est la mise en œuvre, on pourrait dire, de ce programme alterfonctionnaliste formulé par un tout jeune architecte britannique à l'époque. En tout cas, il y a une congruence très très forte. Et donc oui, on montre dans le livre et dans l'exposition des schémas où la poule est prise précisément comme un élément qui, dans, disons, l'agriculture industrielle, est réduit à une seule fonction, pondre un maximum d'œufs, ou faire pour les poulets de la viande, en gros, et où par conséquent vous pouvez les loger en batterie en vous souciant d'absolument rien d'autre. Mais quand vous considérez que l'élément poule produit certes des œufs, pond des œufs, mais gratte le sol, mais a des déjections qui sont susceptibles de l'enrichir, produit de la chaleur, et par ailleurs a besoin de chaleur, de connexion avec tel ou tel environnement, ou avec une palette. Alors, la question de de la place de la poule à l'intérieur de ce système multi-fonctionnel devient un problème au moins aussi complexe que les grands problèmes d'urbanisme d'aujourd'hui. C'est-à-dire où placer, voyez, où faire évoluer la poule dans un site d'éléments multiples et ayant quelques fonctions malgré tout à remplir. Très bien. Pour finir notre aventure historique, évidemment, il y a donc on a dit ça a commencé comme ça. Il y a eu beaucoup d'étapes structurantes peut-être qui nous ont verrouillés dans ce qu'est l'architecture et l'agriculture aujourd'hui. J'ai noté ici par exemple les physiocrates, peut-être après le Plantationocène, et après on peut partir vers l'agrochimie, quoi. Petite pause avant la prochaine partie pour vous parler du partenaire de cette vidéo, la Fondation Modus. La Fondation Modus se focalise sur la décarbonation des mobilités à Genève en soutenant les acteurs de la transition des mobilités et en créant des nouvelles connaissances ainsi que de nouveaux imaginaires pour la mobilité de demain. Et si vous voulez en apprendre plus sur la mobilité à Genève, je vous propose de découvrir la première saison du podcast de la Fondation Modus que j'ai eu le plaisir d'enregistrer pour vous. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir ma discussion avec Pierre Maudet, conseiller d'État en charge du département de la santé et des mobilités, dans laquelle nous avons exploré le lien entre santé et mobilité. Nous avons fait un diagnostic de la mobilité à Genève, ainsi que présenté une vision de la mobilité à Genève pour 2050. Bonne découverte et de retour à la vidéo. Il y a presque une période encore avant qui serait intéressant de souligner. C'est, disons, à chaque fois 3 ou 4 millénaires après les débuts du néolithique à différentes époques ici ou là, la montée en régime des cités-États autour d'une seconde révolution ou simplification agricole qui est la monoculture de céréales. Blé par ici, riz à l'est, maïs ailleurs. Et ça, c'est un moment intéressant, c'est-à-dire de constater que l'apparition des cités-États
ou des cités importantes, dans bien des cas, reposent sur une certaine simplification et intensification des cultures de céréales. Alors, James C. Scott, le fameux historien agrarien, voit dans la céréale l'instrument du pouvoir parfait, pas dans les céréales annuelles, puisque d'abord il faut qu'elles poussent à ciel ouvert, et ensuite on sait quand elles arrivent en gros. Donc c'est idéal pour l'inspection des impôts, et c'est idéal pour les taxes, et c'est idéal pour l'exploitation massive du vivant pour produire des gros organismes. Parce qu'il y a domestication aussi des personnes pour s'en occuper, vu qu'elles sont tout le temps... Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis ça va avec. Alors en plus, c'est à peu près congruent aussi avec l'idée, la vieille interprétation issue de Marx du despotisme oriental comme fondé, donc l'apparition des États et ce que Marx appelait le despotisme oriental, des grosses sociétés puissantes qui naissent avec la révolution urbaine, en gros, comme ayant été que son laboratoire, ça aurait été le pilotage du drainage et de l'irrigation à large échelle, en gros. Donc ça, un peu tout ça. Alors après, il y en a plein des époques typiques, puis après, elles se différencient selon évidemment les régions du monde. Mais il y a une autre grande étape. Alors, il y a deux grandes étapes modernes, je dirais. Il y a l'étape que Marx appelle l'accumulation primitive, c'est-à-dire les 2-3 siècles entre le 15e et le 18e siècle, 19e siècle un peu plus tard, etc., où il y a la constitution puissante de capital, d'une part avec la colonisation, où là on s'approprie sans phrase les territoires, les populations, quitte à en faire venir d'autres, et où là on développe, alors c'est ce que on appelle le plantationocène, c'est-à-dire là, oui, des monocultures destinées au marché strictement. Là. Et en Europe, dans le même temps, tout le mouvement des enclosures, c'est-à-dire du détricotage des coutumes collectives, des droits, des communaux, etc., des villages, et on éradique au fond ou les principaux ingrédients de la culture de subsistance, des cultures de subsistance qui dominait là, au profit d'un virage vers le marché, et qui va jeter sur les routes des tas d'ex-paysans qui n'ont plus les moyens de subsister. Mais ça tombe bien, puisque les manufactures ont besoin de main-d'œuvre. Et comme on va faire des lois contre le vagabondage pour les empêcher de vagabonder, on va les orienter vers les manufactures. Ça, c'est l'histoire marxiste du tout, mais que je crois tient assez bien le coup. Donc là, il y a un virage marchand très fort. Et c'est tout le processus qu'on connaît toujours encore aujourd'hui d'accaparement des terres agricoles, enfin de moins en moins d'exploitation, de plus en plus grande, et capable de développer, d'investir déjà, et de mettre en œuvre les outils techniques extrêmement dispendieux et énergivores qui permettent de cultiver aujourd'hui. Et la troisième... Alors, la troisième, j'imagine que c'est mon ami Mathieu Calam, agronome, avec qui on a... qui était passé aussi. Qui est passé là. Oui, lui, en gros, il a raison, il dit au fond, le 19e siècle, ça a été le siècle de l'industrialisation de l'artisanat, en gros. Et le 20e siècle, ça a été le siècle de l'industrialisation de tout le reste, et en particulier de l'agriculture. Et oui, il insiste beaucoup. Comme on n'a pas pu mettre le champ dans la machine, on a mis la machine dans les champs ou quelque chose comme ça. Il y a une phrase de ce genre-là. Ouais. Oui, les guerres mondiales ont joué un rôle absolument essentiel, pas simplement dans la modernisation ou l'industrialisation de l'agriculture, dans bien d'autres domaines. Le béton, l'industrie du béton a été boostée d'une façon absolument dingue par les deux guerres mondiales, en particulier la première. Mais en agriculture, c'est très frappant.
C'est très frappant. Par exemple, on rappelle dans le bouquin que les deux fameux chimistes allemands, Haber et Bosch, ont déjà à peu près décrit le processus industriel qui permettrait de façon géniale de précipiter l'azote de l'air, ammoniac, etc., et qui permettrait de sortir du piège malthusien dénoncé déjà depuis un siècle, qui fait la peur de proto-écologistes à l'époque et qui continuera. Bon. Donc, si on a ce procédé, en gros. Sauf qu'il est hyper énergivore, puisque ça consiste à faire des éclairs. En gros, la façon dont la nature, si on peut dire, précipite de l'azote dans les sols, c'est à travers les éclairs. Donc en gros, il s'agit de faire ça. Or, la Seconde Guerre mondiale arrive, et c'est le même, à peu près la Première Guerre mondiale arrive, et c'est le même procédé pour faire des explosifs. En gros, d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder, chaque fois que ça pète dans des réservoirs ou dans des trucs à Beyrouth, à Toulouse, etc., c'est des engrais, quoi. En gros, bon. Donc là, on va pas évidemment pas se poser de questions et construire cette infrastructure. Et ensuite, il s'agira précisément de la recycler vers l'agriculture. Pareil, le tank devient le tracteur. En gros, presque historiquement. Alors, il y a bien des exemples avant, mais c'est dans l'histoire industrielle, c'est très fort. Le barbelé n'aurait jamais connu en Europe en tout cas, une telle industrie si la guerre ne l'avait pas mis en œuvre, et c'est très important dans les paysages agricoles aujourd'hui. Et puis je sais pas quoi. Alors, les mêmes Haber et Bosch ont inventé la mise en œuvre des gaz organochlorés, des gaz de combat. Et ce qui fait dire à Mathieu qu'on a testé sur l'homme des produits qui ensuite sont devenus les pesticides développés dans l'agriculture. Et là encore, il y a une continuité, si vous voulez, dans le fil de développement industriel avec ça. Les Américains se chargeront de l'invention des herbicides en vitrifiant les rizières japonaises à la Seconde Guerre mondiale. Mais oui, il y a un rôle fondamental. Et donc oui, les guerres ont marqué le départ ensuite d'une adaptation des pratiques agricoles à toutes ces technologies qu'elles devaient pouvoir utiliser de plus en plus fortement, de plus en plus... Et donc ça a fait un espèce de tri darwinien parmi les paysans qui subsistaient. Il en subsistait encore beaucoup quand même à cette époque. Et on a partout privilégié, au fond, l'agrandissement, la chimisation, la mécanisation des productions. C'était la fameuse phrase du ministre de l'Agriculture de Nixon encore, hein, c'est « get big or get out ». C'était vraiment un projet, quoi, en gros. Donc oui, ça c'est un très très gros moment, mais on est un peu toujours dedans. Hein. On est un peu toujours dedans. Dans le même temps, s'est enclenchée l'exportation de tout ça vers le reste du monde, en gros. Et ce le plan Marshall, tout ça. Le plan Marshall en fait partie, mais ce qui a pris le nom de révolution verte, d'une certaine manière, c'est quoi ? C'est la poursuite et l'exportation vers ce qu'on appelle à l'époque le tiers-monde, ou le quart-monde, de ces pratiques industrielles, en gros, qui ont été testées alors au Mexique, là, en bougeant les cultures pour sélectionner très rapidement des cultivars qui mettent toute l'énergie dans le grain et pas dans la tige, qui résistent aux inondations, qui résistent aux sécheresses, etc., et qui ont de fait permis de nourrir assez fortement beaucoup de gens, mais qui ont aussi ruiné totalement les cultures vernaculaires, les savoirs, ça, et accéléré là-bas aussi un exode rural vers des villes de plus en plus importantes. Je crois que je me risque à cette affirmation, c'est-à-dire que l'exode rural aura été la signature géographique de l'accumulation du capital et de la concentration du capital. Mais dans les deux cas, dans l'agriculture comme dans la manufacture, au final, les deux, ouais. Ouais, c'est ça. Ça a été vraiment la signature géographique de l'accumulation et de la concentration du capital. Les villes sont le fruit de cette histoire. Enfin, les villes qu'on connaît sont les fruits de tout ça. Et voilà, je pense que c'est exactement la dernière phrase que j'aimerais qu'on creuse un tout petit peu plus.
les villes qu'on connaît sont le résultat de tout cela. Ça paraît logique une fois qu'on regarde dans le passé. Mais évidemment, il y a plein d'autres passés qui sont moins expliqués parce que l'histoire, c'est l'histoire des gagnants au final. Et du coup, ce serait intéressant de se dire que il y a, en tout cas, il n'y a pas un déterminisme absolu de comment l'urbanisme devrait être dans le futur. Ce n'est pas les villes de demain ne doivent pas ressembler à ce qu'elles existent aujourd'hui. Si on change pas d'agriculture, si on change pas de manière de faire, certainement qu'elles vont le faire. Mais elles ne le doivent pas. On peut très bien changer ça. Et il y a des traces dans le passé qui nous permettent de nous dire que c'est possible. Que ça soit... on a parlé de James Scott avec son histoire de Zomia. Il y a eu les monastères. Il y a eu des idées de ruralisme ou d'anarchisme. Enfin, il y a eu quand même des pensées pendant tout ce temps qui permettaient ou qui ont expérimenté des alternatives, qui ont connu un succès ou pas. Mais pour dire que cette histoire qu'on vient de raconter entre architecture et agriculture, c'est la dominante, c'est celle qui a gagné. Mais il y en a eu d'autres à tout moment et il en existe d'autres à ce moment-ci aussi. Oui, alors Graeber aussi, dans son livre, essaye de montrer qu'il y a eu plein de possibles, qu'il y a eu des réels qui sont autant de possibles. Néanmoins, les exemples que vous donnez, Scott en particulier, c'est pas tellement de dire qu'il y aurait des villes autres, c'est plutôt de dire qu'il y aurait d'autres choses que la ville. Ou d'autres choses que les villes. Si on pense, comme moi j'ai tendance à le penser, mais il faut réfléchir, c'est pas simple, mais si on pense que l'exode rural a été la signature de l'accumulation du capital, que cette accumulation du capital a été nourrie par les mines, en gros, par les énergies denses, concentrées, qui permettent pour le fameux Odum, énergéticien des systèmes, de dire on a fabriqué avec les énergies denses, on a accéléré d'une façon dingue la concentration, même géographique. Bon. Si c'est le cas, et si on pense qu'il faut sortir des mines pour aller vers le jardin, alors on peut se demander si, sans savoir exactement comment procéder ou si c'est possible, etc. Mais on peut être amené à se dire peut-être qu'il faut engager d'une manière ou d'une autre un exode urbain, c'est-à-dire une autre chose. C'est très fortement ce qui me paraît impliqué dans l'analyse que fait David Holmgren de la situation. Il a fait un texte que j'ai traduit, toujours chez Wild Project, il y a 1 ou 2 ans, qui s'appelle « Scénario futur », qui me paraît très, très éclairant. Il dit, au fond, on est confronté à 2 types de problèmes, mondialement. Notre planète, elle est confrontée à 2 types de problèmes en même temps. Il y a un type de problème qu'il appelle climate change, changement climatique. Mais en réalité, c'est plus large que ça. C'est, on pourrait appeler ça la dégradation des conditions de la vie sur notre planète. Avec le changement climatique, avec l'effondrement de la biodiversité, avec l'eau, les sols, etc. Ça, c'est dégradation des conditions de la vie sur notre planète. Et donc, ça peut être lent, ou ça peut être rapide, brutal, etc. Donc, c'est un vecteur, on ne sait pas très bien où on est dans cette dynamique, mais c'est un vecteur. Et comme si ça suffisait pas, il y a un autre type de problème qui arrive en même temps, qu'il appelle, dans son texte à l'époque, Oil Crisis, mais vous pouvez ajouter les autres énergies fossiles, évidemment, le gaz, l'uranium aussi, et puis les matières, les métaux, les terres rares, tout ce à quoi l'ère industrielle fonctionne de plus en plus depuis 2 siècles. Ça, on pourrait appeler ça la puissance dont disposent les sociétés humaines, grâce à ces ressources denses, de transformer le monde à leur guise, en gros. Et ça va descendre, manifestement. Alors, ça va descendre lentement ou rapidement, on va trouver éventuellement d'autres ressources, etc., etc. Bon, mais en gros, logiquement, ça descend.
Ce qui n'est pas renouvelable à l'échelle des temps humains va descendre à l'échelle des temps humains. Et on sait déjà lesquelles tensions il y a, je sais pas, sur le cuivre, par exemple, sur des tas de trucs qui nous paraissent totalement évidents aujourd'hui. Et on sait les dégâts que font les mines effarants pour aller chercher les terres rares ou les métaux rares, par exemple. Bon. Donc, si vous voulez croiser ces deux vecteurs, vous obtenez 4 cadrans, 4 possibilités. Vous voyez ? Premier cadran, le plus sympa. La dégradation des conditions de la vie sur Terre est lente. Ça va encore. Il n'y a pas des événements climatiques de dingue. Pas encore. Bon. Les espèces disparaissent pas trop vite. Enfin bon, bref. Et puis en plus, vous en avez encore plein sous le coude. Vous avez des ressources, vous avez du pétrole, etc. Alors là, David appelle ce scénario Green Tech. C'est-à-dire, c'est celui dans lequel on croit qu'on est. C'est-à-dire où on va le gérer, et surtout qu'on a plein de ressources pour le faire. On a du pétrole, on peut creuser des mines pour faire des éoliennes en batterie avec à l'échelle industrielle. On fait des centrales à concentration solaire, etc. Pour tout ça, il faut des ressources minières considérables et énergétiques considérables pour les fabriquer. En se disant, on va ralentir la dégradation ou la stabiliser ou apprendre à vivre avec à partir de là. Mais c'est en gros tous les programmes affichés par les nations industrielles. C'est ça qu'elles espèrent être dans cette situation. Au-dessus de cette situation, il y a celle où vous avez toujours en effet énormément de ressources matérielles et de pétrolières, et puis en plus vous vous donnez les moyens d'aller en chercher en Alaska, partout, au Groenland, vous voyez, tout ce qui dans les fonds océaniquement. Mais par contre, vous êtes confronté à une dégradation accélérée des conditions de la vie. Montée des eaux marines, alors évidemment, là, vous pouvez, en face de ça, construire des digues géantes pour retenir le truc. Vous avez... Bon. David appelle ce scénario Brown Tech. Brown Tech au sens de fasciste, c'est-à-dire, il dit, là, c'est un scénario dans lequel c'est du fascisme au sens strict du terme, c'est-à-dire la convergence en faisceau de la puissance dont on dispose pour régler les problèmes. En l'occurrence, les problèmes environnementaux, contrôle social très fort, etc. C'est, je dis souvent, Chine 3.0. Peut-être qu'on dira plus Chine bientôt, parce qu'on aura beaucoup d'autres exemples sous la main. Donc ça, c'est le scénario dark. C'est le dark MAGA. Vous avez à l'opposé de ce scénario, mais qui est le scénario finalement dans lequel on s'est trouvé depuis la révolution industrielle. Vous voyez ? À l'opposé de celui-là, vous avez le scénario opposé où ça va encore, la dégradation, mais par contre, il y a une descente énergétique et matérielle. Ça, c'est le scénario auquel s'est depuis le début préparée la permaculture. C'est-à-dire, en gros, c'est de dire, ça va descendre, de toute façon, ça va descendre, et donc, il va falloir se rapprocher des ressources de l'énergie là où elles sont, sous la forme vivante, et les cultiver, les entretenir, et faire tout ça. Donc ça veut dire beaucoup exode urbain. Il dit pas ça, David, mais moi je le conclus. Exode urbain, exode des villes, permise par la concentration des ressources, et beaucoup plus de monde se met à cultiver, part-time ou pas, des ressources de toutes sortes, des fibres, de l'énergie et de la nourriture vivante. Et puis enfin, vous avez le dernier scénario, le pire sur le papier, dans lequel à la fois ça se dégrade salement, et puis en plus, il y a une descente énergétique et matérielle. On pourrait dire que c'est le scénario survivaliste. Lui, il l'appelle les canaux de sauvetage. Ça veut dire c'est un nouveau Moyen-Âge, si vous voulez, c'est un nouveau féodalisme. Il n'y a plus de superpuissance puisque on n'est pas une superpuissance sans grosses ressources derrière pour le soutenir, mais c'est un peu Mad Max, c'est un peu tout ça. Bon. Je trouve ce schéma extrêmement éclairant. Je trouve très, très important de croiser ces deux types de questions que sont la puissance dont nos sociétés disposent pour transformer le monde avec le rythme de la dégradation des conditions de la vie sur cette planète. D'une certaine manière, ce qu'on a essayé de faire dans le bouquin, dans l'exposition, à la fin,
c'est pas une traduction de ça, parce qu'on est moins rigoureux que lui dans la définition de ces scénarios, mais c'est ça. Mais David, attention, David Holmgren, dans son texte, précise bien que ces scénarios, même s'ils sont très définis par des conditions très différentes, sont pas exclusifs les uns des autres. D'abord pour deux raisons. D'abord parce que toutes les régions du monde ne sont pas logées à la même enseigne. Lui, il est australien. Donc l'Australie a ça des ressources en charbon et en métaux, En tout, quoi, en oui. tout. Il y en Il y a a un de la paquet. place, Il y en a un ouais. paquet. Et puis les conséquences du changement climatique, ils se les prennent pleine poire. Donc il a écrit un autre texte qui s'appelle Welcome into the Brown Tech. Oui, il pense que l'Australie est destinée et d'ailleurs il a vu dans la façon dont elle a géré la crise no Covid au début un espèce de signe de début de reprise en main. Bref, la Nouvelle-Zélande, c'est autre chose, vous voyez. Bon, donc il y a ça et puis il dit, même à l'intérieur d'une société donnée, ces scénarios prennent des ailes aussi en fonction du nombre de gens dans la société qui parient sur ces différents scénarios. Qui Et donc, spécule. voilà, et qui peuvent être emboîtés comme des poupées russes. Il prend même l'exemple d'un seul individu ou d'un couple avec enfants, comme ça, en disant ils peuvent très bien être des écolos hyper radicaux au niveau domestique, pas de plastique, cultiver leur propre jardin de subsistance à fond. Au niveau de la communauté locale, être très engagés dans les assos, dans le partage, dans le recyclage local, etc. Enfin, dans tout, quoi. Et voter facho, quoi. Et puis, travailler dans une entreprise qui fabrique des panneaux solaires, donc pariant sur le green tech aussi. Et en effet, quand il s'agit de voter, votant pour la sécurité, quoi, la max, quoi. Ouais. Et voilà. Et on comprend très bien, non? On entend ça, on comprend très bien ce qui se passe. Bah, ça montre la complexité de la chose aussi et quand on parle de ces scénarios, on va parler des 4 scénarios également qui sont ceux de ce livre-là. C'était écrit dans le livre que, au fait, c'est des points cardinaux, quoi. Et on essaye de se balader dedans et de voir, de piocher ici et là des parties qui nous intéressent, les recomposer avec celles qui ne nous intéressent pas, et puis éventuellement les utiliser, ces scénarios, comme un exercice démocratique d'arbitrage, de délibération, etc. aussi, parce que peut-être qu'on peut pas. Donc, je parle des 4 scénarios qui sont proposés une fois qu'on a fait cet exercice historique rétrospectif. L'idée, c'est plutôt dans le prospectif. Quel futur il existe où on entremêle architecture et agriculture, l'incorporation, où la métropole absorbe l'agriculture, la négociation, où on appelle ça aussi l'urbanisme agricole, l'infiltration, l'agriculture urbaine, et la sécession, l'exode urbain. Peut-être, est-ce qu'on peut présenter vite fait ces 4 scénarios, et puis après, à quoi ils servent au final? Disons, au départ, c'est pas des scénarios très exactement, je dirais. C'est des récits. Disons que quand j'ai fait cet exercice de les distinguer, je souhaitais distinguer des discours que j'entends et qui sont souvent mêlés ou un peu confus, enfin qui me paraissent un peu confus. Je souhaitais, autrement dit, isoler un peu chimiquement les uns des autres des discours qui me semblent latents aujourd'hui dans nos milieux, les milieux de l'architecture et dans les milieux de la société aujourd'hui, qui se présentent tous, les récits en question, comme des récits environnementaux et qui portent là sur le futur des rapports entre ville et campagne, pour dire les choses un peu bêtement. Donc en gros, c'est des caricatures, mais qui essayent de ne pas être caricaturales, c'est-à-dire de discours et une illustration censée mettre en forme des récits que j'entends depuis un certain nombre d'années, en les séparant les uns des autres. Donc par incorporation, j'entends le discours de ceux qui, d'une manière générale, pensent que, de toute façon, on n'a pas d'autre choix que la fuite en avant. C'est-à-dire que, bon, c'est un dark futurism. C'est-à-dire, en gros, seule une nouvelle disruption, une nouvelle révolution industrielle ou un nouveau stade de la révolution industrielle, etc.,
va pouvoir gérer, voire nous sortir des conséquences délétères de la précédente. On est pris dans une espèce de fuite en avant, il faut courir plus vite. Et les positions accélérationnistes de beaucoup sont très exactement ça, c'est-à-dire de dire il faut, on est pris dans cette dynamique, il faut courir plus vite que le problème. Bon. Donc voilà, on n'a pas besoin d'aller jusque-là pour défendre un scénario incorporationniste qui consiste à dire non, on va continuer. Les problèmes environnementaux sont d'une telle ampleur qu'il faut les traiter avec la grosse artillerie, et par conséquent, on va poursuivre la logique et on va radicaliser la logique de concentration. C'est un discours qui est tenu par beaucoup de gens, qui a été tenu par pas mal d'architectes aussi, qui croyaient voir dans la concentration de villes et la densité, au fond, une réduction de l'empreinte énergétique, comme si c'était aussi simple. À la fin des années 60, la cheville ouvrière du Whole Earth Catalog. Le Whole Earth Catalog, c'était un peu cette publication de la contre-culture, un espèce de catalogue d'instruments, de ressources, de bons bouquins, etc., de tout ce qu'on pouvait mobiliser pour se barrer de la société industrielle, se barrer, vivre dans des dômes à la Buckminster-Fuller, dans le désert, cultiver son potager, tout ça, quoi. Bon. Et le mot d'ordre de cette publication, dans une de ses parutions, c'était renverser la première phrase du manifeste du Parti communiste en « Travailleurs de tous les pays, dispersez-vous ». Dispersez-vous parce que vous ferez s'effondrer le système comme ça et non pas en le combattant en vous y soustrayant. Bon. La cheville ouvrière de ce truc-là, c'est un type qui s'appelle Stewart Bond, qui est un biologiste de formation, qui en 2009, donc 40 ans après, publie un livre qui s'appelle The Whole Earth Discipline. Et là, on voit qu'on a changé de discours. Et il dit, je m'étais trompé. Je pensais que tout ce qui était small était beautiful, en particulier les villages. Je pensais que la cocaïne, c'était pas un problème, qu'on pouvait habiter dans des dômes de Buckminster-Fuller, etc., etc. Je me suis trompé. La nature et l'ampleur et l'urgence des problématiques environnementales font qu'il faut y aller, il faut développer des armes de gros calibre contre ça. Et donc, la réponse, c'est la concentration. Problème de population qui grandit, serrer les populations dans des villes, même dans des bidonvilles, elles feront moins d'enfants, c'est prouvé, etc. Problème d'énergie nucléaire, parce que à la différence des déchets, du gaz carbonique, enfin du dioxyde de carbone, qui se diffuse partout et qui est ingérable, les déchets du nucléaire, on peut les enfermer dans des endroits, etc. Problème de nourriture, OGM. Au moins c'est prévisible, etc., etc. Ouais, bon, ça. Donc, et puis si ça suffit pas, géo-ingénierie. Et donc ça c'est, on pourrait dire, c'est la logique de l'incorporation. Ça consiste à dire, on concentre, en gros. On fait des villes de plus en plus grandes, on fait des hyperloops à la Elon Musk entre eux, etc. On va terraformer Mars éventuellement. Et c'est un scénario que j'appelle incorporation, au sens où les villes absorbent. On fait des building that grow food dans ces métropoles, mais c'est des tours de contrôle. Et puis de l'ensemble de la gestion des territoires, qui est plus du tout l'affaire de paysans ou d'exploitation familiale, mais de corporations. C'est capitalistiquement un scénario incorporationniste. Bon. Voilà. C'est le scénario, par exemple, dans lequel des villes comme Singapour sont presque par nécessité géographique et historique dans cette situation. Aujourd'hui, je dis n'importe quoi, mais après, il y a un autre scénario que j'appelle en effet intégration ou parfois négociation. C'est ceux qui disent, et là, il y en a pas mal dans le milieu de l'architecture, qui disent, ben oui, les villes vont continuer à croître, de toute façon, mais elles vont s'hybrider. Elles vont s'hybrider, c'est-à-dire qu'elles vont intégrer l'agriculture, l'élevage, l'horticulture, la foresterie, etc., dans leur programme. Et donc, c'est un peu une réviviscence, nouvelle manière de la Broadacre City de Frank Lloyd Wright, vous voyez, mais où là, c'est l'ensemble du procédé, avec par exemple le projet de mon ami Albert Pope,
qui consiste à cultiver du bois, enfin cultiver de la forêt ligneuse, quoi, pour construire des bâtiments en bois métropolitains qui vont stocker le carbone. Enfin bref, vous voyez, espèce de bon. Donc c'est pour ça que j'appelle ça de l'urbanisme agricole. Davantage que l'agriculture urbaine, qui est cet autre scénario qui se déroule aussi, où c'est le mouvement inverse, c'est des initiatives horticoles, agricoles qui pénètrent dans les tissus existants, c'est des communes fortunes qui s'inventent autour de terrains vagues, c'est les cités-jardins. Les cités-jardins, les toits, etc. Bon. Les cités-jardins, c'est déjà de l'ordre de l'urbanisme agricole, je dirais. Mais bon, non, là c'est plus, j'appelle ça l'infiltration, parce que c'est un truc qui percole un peu dans tous les sens, mais qui a pu prendre des formes massives, en fonction du contexte. Detroit après l'effondrement de l'industrie automobile, ou bien la Havane dans la période spéciale, il n'y a plus d'importation soviétique, et d'un coup ils ont dû devenir la capitale de la permaculture mondiale. C'est fini malheureusement depuis un moment. Et puis enfin, un dernier récit, si vous voulez, que j'entends, qui est vraiment l'opposé du premier, lui, que j'ai appelé sécession, parce que faut être clair. Faut être clair, c'est un peu fort sans doute, mais sécession, où c'est pour désigner toutes ces initiatives locales de gens qui, même quand ils sont dans l'orbite géographique de métropole, entendent s'organiser localement pour retrouver une part plus importante d'économie de subsistance par rapport au marché, pratiquer l'horticulture, pratiquer toutes sortes de choses, d'échanges locaux, et de rebâtir des mondes locaux, quoi, comme ça. Donc c'est des gens qui, même quand ils fuient pas les suburbs, sont dans une dynamique d'exode par rapport à la concentration urbaine, sont dans une dynamique d'exode urbain, je dirais. C'est-à-dire voilà. On a ces 4 scénarios, qu'est-ce qu'on en fait? Comment je les mobilise? Est-ce que je planifie une ville sur base de ça? Est-ce que je planifie ce que la ville ne sera plus? Donc un territoire futur dont on ne sait pas nommer. C'est pas des blueprints, ouais. C'est clair. Je vous dis, pour moi, c'est une boussole. C'est une boussole à un moment donné qui permet de situer des discours relativement les uns par rapport aux autres, et de distinguer fortement, parfois d'opposer polairement des discours, mais pour faire en sorte qu'ils reconnaissent qu'ils ont des points de fuite réellement différents, certains compatibles. Je veux dire, entre l'urbanisme agricole et l'agriculture urbaine, il n'y a pas forcément incompatibilité, ni même tout à fait entre les autres. On peut dire les mêmes choses que David dit de ses propres scénarios, à savoir qu'ils ne sont pas exclusifs sur le plan géographique. En revanche, c'est des histoires différentes, et c'est des façons différentes d'imaginer le futur. Par exemple, moi-même, disons, je me sens assez attiré par le scénario sécessionniste. Je m'en rapproche autant que je peux. Le scénario de l'infiltration me va bien. Le scénario ou le récit de l'intégration m'intéresse, même si souvent j'ai l'impression qu'il est un argument pour faire le même, continuer dans la même voie. Et en revanche, je me méfie assez généralement du premier. Mais ouais, donc le premier, c'est le statu quo. Le deuxième, c'est du c'est plus greenwashing. Que le statu quo, c'est l'accélération même. Oui, c'est la sclérose, ou en tout cas la phase ultime, quoi. Le capitalisme 3.0. C'est le brown tech ouais. de David, celui-là. Et la sécession, c'est plus ou moins l'intendance de la terre de David. Les autres, c'est autre chose. Si ce sujet-là vous a intéressé, on a parlé avec David Holmgren sur la question de la permaculture. On a parlé de Mathieu Kalam également, un autre épisode qui serait intéressant. Il y a eu Caroline Steele aussi, quelque chose de très intéressant. Donc, un grand merci.